France Maghreb 2. Programme pour ce grand forum en ce mardi 28 mai. La justice irakienne a condamné à mort 6 Français pour avoir rejoint les rangs de Daesh. La France doit-elle intervenir pour éviter la peine capitale? On en parle avec Abdeslam Itache dans un instant, avec Philippe Bourriachi. Et votre avis qui nous intéresse bien sûr sur Facebook, France Maghreb 2. Vous votez pour cette question du jour. Et sur Twitter, le grand forum FM2, en nous appelant aussi pour nous donner votre avis au 01 40 33 9000. Retour sur le résultat des élections européennes. Qui a le plus perdu entre la France Insoumise, le Parti Socialiste ou encore LR? On en parle avec vous là aussi tout à l'heure. Le quiz du LGF, sans oublier le zapping. C'est parti pour votre rendez-vous de liberté d'expression jusqu'à 18h. Ça s'appelle le Grand Forum et c'est tous les jours du lundi au vendredi sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, le coup de cœur. Le coup de cœur sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. LGF, le Grand Forum sur France Maghreb 2, mardi 28 mai. J'espère que vous allez bien. Et on est ensemble jusque 18h avec, pour nous accompagner aujourd'hui, monsieur Philippe Bourriachi. C'est un petit peu le bon élève du moment. Salut Philippe. Salut, bonjour les auditeurs et les auditrices. Et Abdeslam Itache qui est plutôt pas mal non plus. Salut mon Abdeslam. Merci pour le compliment Christophe, bonjour à tous. Oui, alors les écolos sont en joie en ce moment, c'est la fête aux écolos. On en reparlera tout à l'heure, bien sûr, avec ce score de 13,5%. Ils vont envoyer combien de députés On va en envoyer 12 et visiblement... Peut-être 13 grâce aux Anglais. Oui, alors, une fois que les Anglais sortiront officiellement du Brexit. Oui, c'est ça. Bon, alors tout à l'heure, en deuxième partie, évidemment, pour Philippe Bourriachi nous a réservé un petit avis tranché parce qu'il avait envie de dire merci. J'ai envie de dire que depuis que le LGF a dans son équipe 2 membres d'Europe Écologie Les Verts, les écolos ont fait un beau score en national. Merci France Maghreb. Donc merci France Maghreb 2, merci le LGF quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc Sabrina Sebaï, Philippe Bourriachi, voilà voilà. Nous voilà prévenus. Alors tout à l'heure on se posera la question après ton avis tranché et ton remerciement donc pour ce rêve depuis dimanche soir pour les écolos. Philippe Bourriachi, 13,5, 3e puissance parti politique français. Et on parlera tout à l'heure de qui a perdu le plus finalement dans cette affaire. Est-ce le Parti Socialiste? Est-ce la France Insoumise? Ou est-ce les LR? On se posera la question tout à l'heure avec vous. Mais avant toute chose et en premier lieu, je vous propose de parler de ce sujet. 2 nouveaux Français, sachez-le, ont été condamnés ce matin à la peine de mort en Irak. Ils ont été reconnus coupables d'avoir appartenu au groupe Daesh. De nouvelles condamnations qui portent leur nombre à 6. Désormais, donc Paris dit bien sûr suivre le dossier de près. La France multiplie les démarches pour faire en sorte de leur éviter une telle condamnation, a dit ce matin le chef de la diplomatie, Jean-Yves Le Drian, qui refuse toutefois que ces terroristes soient jugés en France. Le ministre des Affaires étrangères était ce matin l'invité de nos confrères de France Inter. Avant de poser la question et d'y répondre, je propose de l'écouter. Il y a 2 principes qui ne sont pas contradictoires. Le premier, c'est que ces terroristes-là, parce qu'il s'agit bien de terroristes, qui nous ont attaqués, et qui ont aussi été semeurs de mort en Irak, doivent être jugés là où ils ont commis leurs crimes. C'est notre position, elle est d'ailleurs partagée par plusieurs pays européens concernés. Et donc, c'est la justice irakienne de les juger. Deuxièmement, nous sommes tout à fait opposés à la peine de mort. Et nous le disons, nous avons fait les démarches nécessaires. Déjà, j'ai moi-même dit au président irakien, le président Saleh, de rappeler notre position. Nous sommes contre la peine de mort partout, y compris d'ailleurs aux États-Unis, là où elle existe, et y compris évidemment en Irak. Nous multiplions les démarches pour éviter la peine de mort à ces Français. Et après, s'ils sont exécutés, ils sont exécutés. Nous, pour l'instant, il n'y a pas eu d'exécution. Il y a déjà eu des terroristes condamnés en Irak. Voilà pour Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, donc qui était l'invité de France Inter ce matin. Donc 7 condamnés à mort, 7 Français en Irak, dans un pays souverain, rappelons-le. Est-ce que la France doit tout faire et agir pour éviter la peine de mort concernant ces Français? C'est la question que l'on vous pose sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le Grand Forum FM2. Et en majorité, on peut le dire, vous répondez non, puisque oui à 30% sur Facebook, France Maghreb 2, oui à 45% sur Twitter, le Grand Forum FM2. Donc grosse majorité de non. Philippe Bourriachi, est-ce que la France doit tout faire pour empêcher la peine capitale? Alors, tu sais qu'en France, la peine de mort a été abolie. Absolument. Depuis 81, c'est Mitterrand. C'était une promesse de campagne. Il y a
plusieurs problèmes qui se lèvent. Oui, Badinter, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Il y a plusieurs problèmes qui se lèvent là-dessus. Le premier, c'est la souveraineté d'un pays, qui est l'Irak. Ouais. Et lorsque tu commets des exactions dans un pays, il y a des accords, en tout cas, pour éventuellement purger ta peine dans un autre pays. Mais étant donné que la peine n'existe pas ici en France, c'est compliqué d'intervenir et de se mêler des affaires internes. Ça s'appelle de l'ingérence. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, et je crois que là, il est émotionnel. Je pense que tout à chacun n'a pas envie. Enfin, il y a quand même des gens qui sont partis pour faire des crimes, des viols, des meurtres, des tortures, des séquestrations. Et donc, si tu parles à tout à chacun, et surtout après les événements que nous avons traversés, nous sommes tous marqués. Le sentiment premier, aujourd'hui, je suis persuadé que si on fait un référendum sur la peine de mort, ça serait oui. Et donc, moi, j'invite les gens. Je présume. Bah, en tout cas, je peux t'assurer qu'autour de moi, tous ceux avec qui j'en parle, ils veulent un rétablissement de la peine de mort. Eh ben, pas moi. Non, mais j'ai pas dit toi. Moi non plus. J'ai pas dit vous. Je dis en tout cas tous ceux qui je parle autour de moi, la majorité. Non, mais tu as raison, Philippe. C'est vrai que c'est des discours qu'on peut entendre le dimanche devant le poulet, quoi. J'y suis pas favorable. Et je dis la chose suivante. Le droit, rien que le droit. Avant parce que j'ai entendu l'avocat ce matin de 4 des gens qui ont été arrêtés. Il dit dans le dossier, il y a rien. Ils ont bien effectivement été rejoindre Daesh, et ça, c'est une sanction, il doit être pénalisé pour ça. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a rien dans le dossier qui dise qu'ils ont commis ou pas des exactions. Et donc, avant... Oui, c'est toute la difficulté, finalement, de savoir qui a fait quoi dans cette quand ils ont rejoint Daesh. C'est ça. Mais à partir du moment où c'est là où se pose la question, et là, franchement, Abdeslam, il faut être un peu plus tranchant, j'ai envie de dire. 01 40 33 9000 pour l'être d'ailleurs, parce que aujourd'hui vous avez des hommes, des femmes qui sont partis effectivement pour diverses raisons rejoindre une organisation terroriste, d'accord. Ils ont été arrêtés. La France, ça les a bien arrangés qu'ils soient arrêtés et qu'ils soient remis d'ailleurs à un pays souverain. Ils vont être jugés dans ce pays souverain, en Irak. Et 6 d'entre eux sont condamnés à mort. Il y a un 7e d'ailleurs, dont le procès avait lieu hier. Il a été renvoyé pour raison médicale début juin. Mais ça va être inséré. C'est-à-dire, que peut faire la France, Abdeslam ? Est-ce qu'elle doit faire en sorte d'empêcher la peine capitale ? À partir du moment où vous êtes partis sciemment dans une organisation terroriste, ils sont pas partis faire un voyage de touristes quand même. Quand on va en Syrie dans de telles conditions, rejoindre Daesh, c'est pas pour faire un voyage de touristes, les gars. Bon, Christophe, moi je suis partagé. Ah oui, je sais que c'est délicat en même temps. Oui, c'est vraiment délicat. On peut pas prendre une décision comme ça à l'emporte-pièce. Il s'agit d'hommes et de femmes. Ce que je veux dire, en effet, il y a 2 questions qui se posent. La première, c'est celle de la souveraineté d'un État, oui, qui justement condamne ou pas une personne. L'Irak est un pays souverain, on est d'accord ou pas ? Bien sûr. Oui, bien sûr, bon, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Enfin, longtemps sous occupation américaine. Ah, bien sûr, bien sûr. Bon, on va passer les détails, sinon on va faire une émission de 4 heures sur le sujet. Mais et d'un autre côté, donc je parlais de la souveraineté, et d'un autre côté, l'humaniste que je suis, qui est fermement opposé à la peine de mort, l'humaniste que je suis se dit, il faut absolument mettre en œuvre tous les moyens pour éviter à des hommes et des femmes d'être exécutés. Et donc, moi je pense que s'il y a possibilité de passer un accord, un arrangement, quelque chose pour rapatrier ces Français, pour qu'ils aient une peine à perpétuité, une peine de prison à perpétuité, pour leur éviter, et là c'est l'humaniste qui parle, leur éviter la peine de mort, moi je serais pour cette option-là. Donc vraiment, Christophe, je fais pas de polémique. Mon propos n'est pas polémique. Ouais, bien sûr, il n'est pas démagogue. Ouais. Moi, je suis vraiment partagé entre la souveraineté d'un État, et ça, j'y ai toujours tenu, et je l'ai toujours défendu ici. Et d'un autre côté, mon humanité qui me dit il faut mettre en œuvre tous les moyens possibles pour sauver des hommes et des femmes, quelles que soient les choses qu'ils aient faites. Ensuite, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils ont du sang sur les mains ? Est-ce que c'est difficile à savoir en même temps. Difficile à savoir. Est-ce qu'ils ont eu un procès équitable ? Est-ce qu'ils ont eu une bonne défense ? La question se pose. Je n'ai hélas pas la réponse, mais une chose est sûre, c'est que mon côté humaniste me pousse à
à pousser la réflexion beaucoup plus loin et se dire tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et si on peut sauver des hommes et des femmes d'une exécution, il faut le faire. Alors, il y a quelques commentaires évidemment sur Facebook, France Maghreb 2, où vous réagissez bien sûr. Alors, tiens, Nadia qui nous dit bien sûr que oui, mais il faut savoir que la France a passé un deal et a demandé à ceux qui les ont arrêtés en Syrie de les emmener en Irak. C'est honteux, nous dit Nadia. Et puis Ingrid nous dit intervenir pourquoi, intercéder en faire de ces gens qui salissent des musulmans. Il n'en est hors de question pour moi. Voilà pour Ingrid. Vous continuez de réagir sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter Le Grand Forum FM2. Vous votez aussi à cette question. Elle est délicate, elle est difficile, mais on essaie en tout cas d'y apporter un élément de réponse. En tout cas, sachez qu'il y a... J'avais dit, il y avait quand même de la passion dans cette histoire. Mais on prend des choses point à point. C'est-à-dire, on est en Irak, d'accord, dans un pays souverain. Est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on trouve ça injuste ou est-ce qu'on trouve ça dramatique qu'un pays souverain puisse juger des affaires ou des faits qui se soient déroulés chez lui? Jusque-là, on est d'accord, il n'y a rien de gravissime. Non. Si par exemple, tu vas, je sais pas, dans un pays étranger, Philippe, oui. tu vas être arrêté pour avoir commis un acte délictueux. Je sais pas, t'aurais mis un peu trop d'herbe dans ta valise. D'accord? Eh bien, tu vas en prison et tu seras jugé là-bas, ce qui est normal. La France va demander à ce que tu sois rapatrié. On va dire maintenant, vous êtes gentil, mais il a été arrêté chez nous, donc il sera jugé chez nous. Au même titre, d'ailleurs, ça vous rappelle ce qui s'est passé en République Dominicaine avec l'affaire de dite cocaïne. Oui, bien sûr. Et voilà, les pilotes français sont en prison toujours à Saint-Domingue. Oui. D'accord. Pourquoi ça serait pas tous, attention. Quoi. Il y en a qui sont tu te rappelles cette histoire, l'eurodéputé Front National qui a organisé une expédition pour les exfiltrés. Ils ont été exfiltrés, ils sont revenus en France, ils se sont rendus bien sûr à la justice et là ils sont en train de purger leur peine en France. Bon, en tout cas pour les pilotes. Il n'avait pas fait jouer l'immunité parlementaire, il me semble. Peut-être, oui. En tout cas, c'est pas anormal et ce qui est juste pour les autres doit l'être aussi pour nous-mêmes. Donc jusque-là, voilà. Alors on se pose la question, est-ce que la France doit tout faire pour intercéder, essayer de faire changer d'avis quant à la peine capitale, à la peine de mort, parce qu'ils sont condamnés à mort. C'est 6 Français et peut-être le 7e, visiblement dans quelques jours. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis. Nous sommes tous autour de cette table, enfin je pense, en tout cas, des humanistes et donc forcément contre la peine de mort. Ceci étant, on se doit de respecter la loi d'un pays souverain, qui est l'Irak, et s'il décide effectivement que la sanction ultime, suprême, ce soit effectivement cette peine, on n'a pas d'autre choix que de s'y plier. Enfin, je sais pas. Encore une fois, c'est délicat. Je me pose la question, moi, Abdeslam. Non, mais c'est vraiment délicat et c'est un vrai dilemme. C'est un vrai dilemme. Moi, je te rejoins sur tous ces points-là. Donc, écoutons les auditeurs s'ils veulent appeler justement pour donner leur avis. S'ils veulent amener de l'eau. On va voir sur Twitter, mon Fifi. Tu vas voir les commentaires. Tu vas nous lire un petit peu les commentaires sur la page, sur Christophe, sur le Grand Forum FM2. Voilà. Vas-y. Tout de suite, les commentaires, on va se dire parce que là, j'ai pas moyen de le faire. Pour le faire, en tout cas, pour les commentaires qui ont été nombreux, vous avez été nombreux aussi à voter. Voilà ce que disent un petit peu nos auditeurs sur Twitter. Le Grand Forum FM2. Farid, non, elle ne doit pas intervenir. Ayat, la France doit s'opposer à la peine de mort. Point d'exclamation. Damani, la France préfère libérer les pilotes de l'air, les pilotes de air cocaïne ou ces mercenaires d'Al-Qaïda. Balkis qui dit la question ne se pose même pas, aucune compassion pour les terroristes. Bon. Ce sont des choses qu'on entend, aucune compassion pour les terroristes. Effectivement. Il y a d'autres. Tu vis en France, le pays qui a envahi, rasé la Libye, qui soutient le massacre du peuple palestinien. C'est pas du terrorisme d'État, ça? Oui, ça c'était la réponse. La question ne se pose même pas. Non, mais c'est pour ça qu'il y a vraiment deux aspects dans cette histoire. Ouais. Il y a celui du droit international, qui est bien clair. Il y a un État souverain qui s'appelle l'Irak. Mais justement, dans une des questions, il y a aussi une problématique, parce que s'ils ont été arrêtés en Syrie, ils ont été arrêtés par qui? Et donc, s'ils ont été arrêtés en Syrie, pourquoi ils sont transférés en Irak? Qui doit les juger? Et comme on a un souci avec la diplomatie française et celle de Bachar el-Assad, est-ce que du coup, s'ils ont commis ces exactions en Syrie, du coup, ils devraient être jugés par les Syriens? Ils ont été arrêtés par les Kurdes, non, peut-être? Oui, par les Peshmerga. Ensuite, les Peshmerga kurdes les ont remis aux Irakiens. Oui, mais moi, j'entends bien, mais ils sont jugés en Irak. Pourquoi? Pour avoir commis des actions en Irak? Ou est-ce qu'ils ont
commis des actions en Syrie. Oui, effectivement, ça, c'est très compliqué, mais en même temps, la France, ça l'arrange bien, l'Islam. Mais carrément. Cette histoire, ça l'arrange bien, la France, que ça se passe là de chez elle. Parce qu'ils n'en veulent pas, clairement. Oui. Quand vous entendez, excusez-moi, un candidat à l'élection européenne nous dire qu'il est tout à fait contre le retour des enfants, c'est répugnant. Il faut le citer, Christophe. Non, mais c'est Nicolas Dupont-Aignan, c'est scandaleux. J'en connais qui, pour moins que ça, ont pris beaucoup plus cher, quoi. Ouais. Alors, juste une précision concernant ces enfants. Quand on est un gamin, qu'on a 2, 3 ans ou 4 ans, et qu'on est accompagné par ses parents, justement à ces destinations-là, je pense pas que l'enfant y ait été de son plein gré. Donc il faut juste arrêter. Et en plus, se conduire de cette manière-là, c'est quand même envoyer à la mort des enfants qui, eux, n'ont rien demandé du tout, et ça reste des Français. Et leur dire que leur pays, la France, ne les aime pas et ne veulent plus d'eux, c'est une façon de les fâcher à vie avec leur pays d'origine. Donc voilà, mais ça, ce sont des discours populistes de gens qui ne font que surfer sur la vague idéologique du Front National. Mais on voit bien, et d'ailleurs on pourra analyser aussi les résultats des élections européennes, de ceux qui ont couru après Marine Le Pen, et qui de 16% d'estimation de vote sont passés à 8%. Parce que on le sait bien, les Français préfèrent l'original à la photocopie. Toujours. Mais ça c'est un vrai problème. Donc les prises de position et les postures des uns et des autres qui minorent le fait qu'ils envoient certainement à la mort des enfants est juste irresponsable. Philippe, Abdeslam, il a tout résumé. C'est juste dégueulasse, honteux et scandaleux les propos qui ont été tenus par Nicolas Dupont-Aignan, qui te dit qu'un enfant de 3 ans a été radicalisé et que ça viendra une torche et une bombe humaine dans le futur. Des enfants, effectivement, c'est des éponges. Ils imprègnent, ils ressentent, ils restituent. Mais si tu leur apprends l'amour au lieu de la haine, si tu leur apprends l'espoir au lieu du désespoir, si tu les redéconditionnes, parce qu'un enfant à cet âge-là n'a qu'une envie, c'est de jouer. Tu vois bien, ils sont à l'autre bout du monde, il n'y a rien, ils jouent avec des cailloux, ils jouent avec des osselets. C'est pas possible qu'un père de famille, parce qu'en plus il est père de famille, pour pouvoir gagner, grappiller, essayer de gratter quelques voix au Front National. Monsieur Dupont-Aignan, j'ai envie de vous dire, vous ne serez jamais à la hauteur de ce que le FN peut produire comme dose de nauséabond. N'essayez pas de leur ressembler. Je sais qu'hier, par exemple, il est très apprécié par sa population. Mais je sais que les propos que vous avez tenus ont choqué plusieurs amis qui sont de gauche et qui m'ont dit, moi, je continuerai à voter Nicolas Dupont-Aignan. Et depuis que vous avez tenu, ils me disent, c'est juste pas possible. Essayez juste d'être vous-même si vous en êtes capable. Vous vous êtes radicalisé, monsieur Dupont-Aignan. Je vous invite à venir à faire un stage d'amour et de compassion et peut-être, je dis bien peut-être, qu'on arrivera à vous déradicaliser. Alors quelques commentaires aussi sur Facebook, France Maghreb 2, vous continuez de vous exprimer évidemment, notamment Soubana qui nous dit pourquoi œil pour œil, dent pour dent. Ça c'est la réaction. La loi du talion. Voilà, c'est ça. Le pardon est divin. Et puis tiens, justement Amina qui nous dit je ne peux pas m'exprimer, ils sont entre les mains d'Allah. C'est ce que nous dit Amina. Qu'est-ce qu'il y a d'autre C'est ce que je dis juste avant, t'as vu, le pardon est divin. Ah bah oui, bien sûr. Abdel qui nous dit ils méritent cette peine, ils ont commis des crimes odieux, meurtres, viols, etc. Ils ont sali notre belle religion et pour cela je leur en veux évidemment. Qu'est-ce qu'il y a, voilà, Abdel, alors du pas coup, de pitié pour les terroristes. Voilà, il y a beaucoup de commentaires en tout cas sont très tranchants. La question, voilà, la vraie question que je pose. Oui, je veux absolument pas être donneur de leçons parce que effectivement je suis contre la peine de mort. Je suis pas persuadé d'avoir le même avis si je rentre chez moi et que je vois un massacre qui s'est commis à la maison avec un type avec un couteau et qui vient dégorger ma femme et mes enfants. Là sur l'instant, l'humanisme il n'existe plus et je peux tout à fait le comprendre et je veux surtout par mes propos présenter mes condoléances à toutes les familles des victimes et ne pas penser que j'ai une once de compassion avec des barbares. Mais notre humanité se base sur l'espoir. Devons-nous, nous aussi, nous comporter comme des barbares ? C'est ça la vraie question. Regarde, tu sais,
Badinter et d'autres sont battus pour abolir la peine de mort. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, 70 ans, 50 ans après, lorsque les États-Unis ouvrent leur dossier, qu'il y a des enfants, qu'il y a des jeunes adultes, souvent noirs, qui ont été assassinés dans les prisons américaines alors qu'ils étaient innocents. Oui, des erreurs. Ouais. Et donc, le fait de se dire qu'on peut éventuellement se tromper qu'une fois, c'est peut-être une fois de trop. Et j'entends le discours de ceux qui disent, mais attends, si le mec, il va à perpète, est-ce qu'il ressort dans 30 ans? Qu'est-ce qu'il risque de faire? Alors, ça, c'est un truc qu'il faut discuter. Et quand le type, et moi j'ai des arguments pour ça, qui te dit, mais le type on va lui payer à manger, à se chauffer, sur les frais du contribuable, alors que notre pays est déficitaire, c'est de la racaille, ces gens-là, il faut les exterminer, on fera des économies. Eh ben, faisons-lui travailler et rembourser à la société lorsqu'il est en prison. Mais il faut regarder aussi le modèle des prisons américaines, les fameuses prisons privées. Tu te rends compte que dans certains États aux États-Unis, alors je sais que le grand écart, il est important dans ce que je veux dire entre ceux qui ont commis des crimes reconnus, terrorisme, et qui n'ont eu aucune pitié pour les pauvres innocents qu'ils ont abattus, et le tort qu'ils ont fait à tous ces milliards de musulmans qui vivent en paix et en harmonie avec le reste du monde. Et je le dis tranquillement, l'islam est une religion de paix, d'amour et de fraternité. Ça n'existe pas autre part. C'est la seule religion qui reconnaît tous les prophètes du libre. Sina Isa, Sina Moussa, qui sont Moïse et Jésus, sont reconnus dans le livre sacré du Coran. Et ben, aux États-Unis, on s'est rendu compte qu'il y a des connivences entre les boîtes privées, les prisons privées américaines, et des juges et des shérifs, des shérifs et des policiers qui sont souvent nommés et élus par le peuple pour remplir les prisons, pour que ces mecs-là soient une main-d'œuvre bon marché et pas chère. Et quand tu regardes, tu retrouves que des hispaniques et que des afro-américains. Mouloud est avec nous, il a peut-être son avis à nous donner rapidement. Salut Mouloud, 01 40 33 9000. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tes invités. Bonjour. Moi je serais impitoyable, ils ont choisi, ils ont perdu. Ouais. L'Irak c'est un pays souverain, maintenant qu'il applique la peine de mort, c'est son problème. Moi je pense aux victimes, nous en Algérie on l'a subi pendant près de 2 décennies, le truc de ces barbares. Et à la limite, moi Christophe, pour la peine de mort, je demanderais au gouvernement français, à ce qu'il demande au gouvernement et qu'il commue là en perpétuité, mais simplement qu'il ne revienne pas ici, qu'il la fasse là-bas. Parce que moi, j'ai pas envie qu'ils reviennent ici, que les contribuables payent pour leur détention. Et ils vont sortir au bout de 10 ans. Moi, non, il faut être impitoyable. Moi, j'ai plus de sentiments. Par exemple, pour un mec qui je sais pas si vous êtes au courant, il y a un mois, il a été condamné à mort en Malaisie. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il a que personne. Pour qu'on agisse pour ce mec-là, d'accord. Mais pour ces barbares, après tout ce qu'ils ont fait, moi je pense aux victimes. Ouais. Merci voilà. Mouloud pour votre avis, on l'a bien entendu. Tranché, vous continuez 01 40 33 9000 pour vous exprimer. Philippe Borachi sont là. Légitime ou pas, je ne sais pas. En tout cas, à suivre aussi le zapping, le quiz. Qui aura le trophée de la Ligue des Champions? Itache ou Borachi? Ah oui, j'ai une revanche à prendre moi. À suivre. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum et on est là mes amis avec Philippe Poriachi, notre écolo, avec Abdeslam Vitache, notre centriste, jusque 18h avec cette question par rapport à ces Français condamnés à la peine de mort en Irak dans un pays souverain pour avoir appartenu à Daesh. Condamnés sont au nombre de 6 et peut-être 7 bientôt. Est-ce que la France doit-elle agir pour éviter la peine de mort selon vous? C'est la discussion que nous avons depuis 16h30 et j'avoue qu'elle est assez compliquée cette discussion et peut-être vous avez également votre mot à dire, votre avis tranchant sur la question. Vous nous appelez pour ce faire au 01 40 33 9000. En tout cas, vous votez sur France Maghreb 2. Vous n'êtes que 30% à dire que oui, la France doit agir. 45% sur Twitter, donc la majorité des auditeurs et des internautes disent non, la France ne doit pas agir. On respecte un pays souverain qui s'appelle l'Irak et que ces gens assument ce qu'ils ont fait. Bien qu'il, rappelons-le, il soit très compliqué de pouvoir dire que ces personnes ont pris les armes, ont tué des gens. Enfin, c'est très compliqué, évidemment, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas moyen de savoir, évidemment, ce genre de choses. Mais il y a une telle peur, on le voit en tout cas, que ces attentats qui sont pas si loin de nous, finalement, ont laissé des traces, messieurs. C'est ça aussi. On réagit peut-être d'une autre manière. On aurait peut-être réagi d'une autre manière si on n'avait pas connu ces attentats sanglants de 2015, messieurs, non ?
Je sais pas, moi. Non, mais par-dessus tout ça, Christophe, il y a une autre question qui se pose. Est-ce qu'ils ont eu un procès juste et équitable ? J'en sais absolument rien. Il y a une décision qui est lourde de conséquences. C'est la peine de mort. C'est pas rien. Donc, ce que je veux dire, c'est que, et pardon d'être répétitif, mais il s'agit d'hommes et de femmes. On ne peut pas comme ça condamner les gens. Et Philippe l'a bien dit, il y a eu des erreurs. Des erreurs aux États-Unis de condamnation de gens qui ont été exécutés, et 20 ans après on s'est rendu compte qu'on avait exécuté un innocent. Donc c'est vraiment délicat, et à ça on y oppose la souveraineté d'un État, pour laquelle moi je suis complètement d'accord qu'un État puisse décider lui-même de ses choix, mais ça reste quand même des humains. Bon, alors évidemment, on en reparlera bien sûr. Cette question, en tout cas, vous continuez de voter. Ça a beaucoup voté. On voit que ça peine quand même à réagir, tellement la complexité peut-être de la question. Justement, à donner un avis tranchant, c'est très délicat, bien sûr. En tout cas, vous continuez de voter sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter, le Grand Forum FM2. Passons maintenant à notre zapping. Oui, c'est ce qu'il ne fallait pas rater, ou peut-être qu'il fallait rater d'ailleurs. À vous de voir à la télé ces dernières 48 heures. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, ben voilà. Parce que les mots Bamboula, d'accord, ça veut dire. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Tiens, on va commencer par toi, Philippe. La gauche plurielle pour les écolos et pour Yannick Jadot, c'est pas franchement pour demain, a priori. Écoutez. On va pas refaire la gauche plurielle. Moi, je vais pas demain, et on me l'a reproché pendant toute ma campagne, on m'a reproché de pas faire avec les autres partis politiques. Vous regrettez pas? Mais non, et je vais pas faire ça demain. Il a tort, Yannick Jadot, ou pas? Non, Pourquoi il a pas tort? Alors, je m'explique. Pendant toute la campagne, en tout cas, Yannick Jadot, faut savoir qu'il n'a pas pris de décision seul. Il l'a prise suite à un vote du CF, qui est le Congrès fédéral, qui est en tout cas l'Assemblée, comme pour l'Assemblée nationale, la Chambre qui décide et qui vote. Et donc, pendant la campagne électorale, nous, on a décidé d'être clarté et cohérence. Cohérence, on est prêt à faire. D'ailleurs, Yannick Jadot, le soir de ce beau score, a appelé à l'union, à la création d'une maison commune avec toutes les forces et toutes les personnes qui se disent et qui ont dans leur cœur la matrice écologiste. Mais on va quand même pas faire avec des gens qui, lorsqu'ils avaient tous les verrous, je veux parler du Parti Socialiste, moi je suis pas de langue de bois, vous savez, sur leur logo ils marquent social écologie, hein. Ils ont mis la rose avec une petite fleur à côté, et je rappellerai juste qu'en 2012, Monsieur Hollande, si vous m'écoutez, ça c'est spécial dédicace. Vous aviez tous les verrous. Ils avaient 99 départements sur 100. Ils avaient 22 régions sur 23. Ils avaient la majorité à l'Assemblée nationale et historique, la majorité au Sénat. Oui. Tous les verrous. Qu'avez-vous fait? Un tas de cendres et un tas de ruines. Nous ne serons plus jamais votre 6e, 7e roue. Nous ne serons plus votre supplétif. Ça n'existe plus. Soit vous êtes écolo et à ce moment-là, il faut être cohérent. Et c'est bien beau quand vous êtes dans l'opposition de crier à l'injustice, à l'infamie. Et quand vous êtes aux responsabilités, vous faites tout l'inverse. Parce que le TAFTA, le CETA, ça c'est François Hollande. Abdeslam, et ils ont raison les écolos de rester tranquillement en train de digérer leur victoire en solo et de dire bon écoutez, vous êtes gentils les gars mais on y est arrivé sans vous donc restez dans votre coin quoi. Alors ils ont eu raison et ils ont raison justement de se détacher de cette gauche moribonde et la question qui se pose c'est est-ce que l'écologie est de gauche? Moi je pense qu'elle est ni de gauche ni de droite. Bon, je vais pas dire qu'elle est du centre. Elle est ni de gauche ni de droite. Je pense qu'il doit y avoir une part de sensibilité écologique dans chacun des partis et que chaque parti doit justement prendre à bras le corps des problèmes sociétaux liés à l'environnement et que en ce qui concerne ta question, concernant justement ce détachement de la gauche, bien sûr, il y a très longtemps qu'ils auraient dû prendre leur indépendance et pendant longtemps on a laissé entendre que lorsque l'on était écologiste, on était de fait de gauche. Aujourd'hui, je suis content de voir que les écologistes se sont affranchis de la gauche et qu'ils peuvent travailler avec des gens du centre, avec des gens de droite, des humanistes, enfin des gens sensés qui justement ont à cœur de protéger cette planète. Mais donc voilà, c'est oui, ce détachement, il était nécessaire. Alors,
Pendant très longtemps, nous avons été affiliés, d'ailleurs c'est le congrès de Caen avec Dominique Voynet qui avait décidé que les Verts, à l'époque, nous étions une formation de gauche, car il est vrai, il faut le reconnaître, que localement, sur plein de collectivités... Vous êtes dans des majorités de gauche. Oui, mais oui. Je vous ai pas interrompu, monsieur. Non, mais je complète votre propos. Taisez-vous, quand même. Non, il est vrai que localement, dans plein de collectivités territoriales, nous sommes et nous faisons avancer les idées des écologistes parce qu'il y a un réceptacle qui est entendable et qui est émetteur-récepteur et ça fonctionne plus ou moins bien. Souvent, on se fait torturer parce qu'on n'avait pas un poids considérable et quand vous êtes minoritaire, on vous dit, regardez, moi je prends un exemple, Sabrina, je pense que vous en a parlé, le sitcom à Ivry, ils sont dans une majorité avec des communistes, les communistes sont favorables à un plan pour la rénovation de l'incinérateur, un plan à 2 milliards d'euros qui va produire des déchets, des polluants qu'on ne sait pas gérer, alors qu'au contraire, il faut passer sur une autre filière complètement écolo de recyclage, de revalorisation des déchets. Et en fin de compte, on se dit non, mais on va créer de la chaleur pour... Donc des accords avec la gauche. Mais là, il y a... Écoute, oui. Attends, Abdeslam, s'il te plaît. Quand il y a un problème environnemental et de santé publique, que ce soit gauche, le droite, problème n'est ni de gauche ni de droite. Non, mais on est d'accord. Je suis en train de te dire que jusqu'à présent, c'est vrai qu'on s'est largement retrouvé, et d'ailleurs c'est pas toujours vrai parce qu'on regarde prendre le cas à Villejuif, on s'est souvent majoritairement retrouvé avec des communes dites de gauche. Je dis bien, c'est pour ça que j'insiste bien sur le mot dit de gauche quand on voit comment certaines se comportent, c'est juste honteux et scandaleux. Et que, par exemple, à droite, les communes dites de droite, il n'y avait aucune réception au message d'alerte qu'on essayait de lancer. Si les gens, ils sont intelligents et qu'ils disent, moi, je laisse mon ticket de côté et nous, ce qui nous intéresse, c'est la préservation de la planète, la préservation des gens, à ce moment-là, il faut être stupide pour ne pas discuter. Je vais te donner un exemple très simple. C'est un lobby, les écolos ? Pardon ? Est-ce que vous êtes un lobbyiste ? Alors, évidemment, nous étions un lobbyiste jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'en fait, que quand on n'y était pas... Hulot, c'est à cause de ça qu'il a quitté le gouvernement ? Justement, les lobbies. Ah oui, non, oui, mais attends. Donc vous êtes vous aussi un lobby ? Non, mais évidemment, Greenpeace a des bureaux à Bruxelles et ils font du lobbying. Ouais. Qu'est-ce que c'est le lobbying ? Parce que ce mot a été galvaudé par les firmes internationales qui viennent et qui mettent de l'argent sur la table pour corrompre des députés pour acheter en fin de compte leur vote, soit par des cadeaux, soit par des voyages, soit pour trouver des points faibles et les faire tomber parce qu'il y en a, ils ont des penchants pour ceci ou pour cela. Et il y a le mot lobbying, c'est d'aller voir des gens et de faire un travail en amont pour dire, voyez, par exemple, le glyphosate, c'est mauvais, ça tue, c'est cancérigène. Et moi, j'ai pas honte de dire que je suis un lobbying vert pour aller voir des députés et leur montrer avec des études à la pluie que ça, c'est pas bon. Mais lorsque la Commission européenne... Non, mais c'est ça le mot lobbying. Des lanceurs d'alerte. Oui, mais le lobbying, c'est ça, c'est aller en masse, de façon répétitive, pour essayer de convaincre les autres. Sauf que nous, on le fait avec des arguments réels et sains, comme des lanceurs d'alerte, que les autres viennent pour essayer de corrompre et acheter les voix des gens. En tout cas, vous êtes bien en marche, ça c'est le clair. Non, on n'est pas en marche. Si, vous êtes en marche là. Non, c'est pas un gros mot. On est en saut, on saute. Bon, alors, en tout cas, pour Yannick Jadot, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure parce que tu as un avis tranché où tu demandes merci. Tu dis merci. C'est ça. Merci à qui ? Merci à quoi, comme disait Bruel. Alors, autre ambiance chez LR. Et c'est ennemi d'un peu plus défaite, à l'image de Valérie Pécresse, qui conseille à demi-mot à Wauquiez de démissionner. Écoutez. Si j'étais à sa place et vu la situation, sans doute je le ferais. Mais le sujet n'est pas une question personnelle. Le sujet, c'est celui de la ligne politique de la droite et c'est aussi la question de sa stratégie politique. Je pense qu'il faut qu'on change de stratégie. Elle est pas un peu faux cul, la Valérie Pécresse, non ? Un petit peu ? Pécresse ? Ouais. On t'a dit ça. Valou. Regarde ce que tu fais à la région, Mavalou. Évidemment, Valérie n'est pas embêtée. D'ailleurs, c'est la seule région où il n'y a pas de groupe républicain. Elle fait du bon boulot quand même, Valérie Pécresse, non ? Très bon boulot. Est-ce qu'elle fait du bon boulot, Valérie Pécresse ? Moi, j'ai parlé en présence de mon avocat, je vais l'appeler. Non, mais pourquoi ? Parce qu'elle est de droite, alors... mais non, est-ce qu'on peut... qu'on peut se poser la bonne question, monsieur ? Est-ce qu'on peut reconnaître à quelqu'un, même si c'est son adversaire politique, qu'il fait du bon travail ? D'accord. Est-ce que c'est possible ça ? Ou alors est-ce qu'on est rangé dans des cases ? Pas moi. Alors justement, je suis loin d'être rangé dans des cases. Je vais te prendre un exemple. Ouais. La Madame Jeanne Audet. Oui. Pour l'instant,
Qui est Madame Génadet? Qui est pour l'instant la maire d'Orly, qui est la conseillère départementale de mon canton. Encore 10 mois. Attends, encore 9 mois. S'il te plaît, n'en rajoute pas un mois, c'est déjà beaucoup. C'est cher quand même. Qui est la vice-présidente au T12, qui est la conseillère à la métropole du Grand Paris, qui est censeur à l'aéroport de Paris, qui est au bureau du conseil d'administration de Val-Office, qui est président de l'AGESOM, c'est l'agence du Sud de Val-de-Marne de géothermie, filiale de Val-Office au PHLM privé, bien détenu en tout cas, et bien co-géré avec les communistes et les socialistes. Je peux t'assurer qu'au quotidien, elle me trouve sur son passage. Et pourtant, elle est soi-disant gauche citoyenne. Et encore, quand on parle de cohérence, moi là, je vais m'adresser à mes potes écolos. Parce qu'elles forment au département, au territoire, et à la métropole du Grand Paris, au territoire T12. Donc en plus, nous, on est contre le cumul des mandats. Alors là, incohérence totale. Elles forment des groupes avec nos amis écolos. Et ben, figure-toi que certains, comme Daniel Breuillet, Christian Métairie, moi j'ai pas honte et j'ai pas peur de donner des noms, le maire d'Arcueil, qui se dit écolo, la soutiennent alors qu'elle vient de raser 3000 m² au Bois-Grignon. Elle a rasé 12 hectares de verdure, d'arbres, d'espaces verts, qu'elle nous a enlevé pour nous mettre du béton. Alors oui, effectivement, tu as raison. C'est un scandale, Madame le maire. Voilà, il n'y a pas que quand c'est de droite qu'on leur tape dessus, il y a aussi quand c'est des gens qui se disent... C'était pas ça ma question, Philippe. On n'hésite pas. Là, tu as fait la langue de bois, mon Fifi. Mais non, pas du tout. Mais pour Valou. Valérie Pécresse, pardon. Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, il faut savoir qu'elle a retiré des millions d'euros de subventions à des associations qui créent un vrai lien social et des travailleurs sociaux, de réinsertion et de développement économique local. Alors on peut dire que l'argent public ne sert pas à financer les associations. Il y a une différence entre une association et partir en vacances entre copains, parce que t'en connais plein, hein, des gens qui créent des associations comme ça. Et on en trouve beaucoup dans des villes dites de gauche. Hein. Moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, elle n'hésite pas à donner quelques centaines de milliers d'euros à d'autres associations très très proches de la Manif pour tous, qui sont contre l'IVG, qui ne reconnaissent pas le mariage de même sexe. Donc, tu vois, moi je veux bien d'accord sur la morale, etc. Mais on y va doucement. Je pense qu'on est condamné à rester dans des cases. Non, mais pas du tout. Il est condamné à rester dans des cases. Vous me dites si elle a fait des choses positives ou si elle a des choses négatives. Cite-moi un mec de droite qui a fait un bon boulot. Un mec qui a fait un bon boulot, Jacques Chirac, Dominique de Villepin. J'ai pas d'autre mot à dire. C'est clair, net et précis. Bon, ok, là on peut être d'accord. Abdeslam, tu l'entends ça? Oui, j'entends ça, mais ensuite, alors moi je suis au centre. Ça t'aura pas échappé. C'est le filet. Moi j'apprécie les mesures sociales de gauche. Je dénonce les mesures laxistes de gauche. J'apprécie les mesures économiques de droite et je dénonce les mesures ultra-sécuritaires de droite. À partir de là, je vais chercher ce qui est bon chez chacun. Et je me fiche de l'emballage, de l'étiquette. Bien. À partir du moment où l'idée est bonne et qu'elle a du sens, je l'approuve, quelle que soit la personne qui l'ait proposée. Donc voilà. Ensuite moi, je vais juste répondre sur les associations que tu as évoquées. Alors, lorsque Valérie Pécresse a pris la présidence de la région, après je me rappelle même plus. 17 ans de Jean-Paul communisme et écologiste. Oui. Il était pas communiste, Jean-Paul Huchon. Non, mais c'était un conglomérat. Il était socialiste, mais la majorité était co-gérée par ces formations politiques. Je vais peut-être faire scandale, mais je peux dire une chose, dans toutes ces associations, pas toutes les associations, dans toutes ces associations, il y avait très certainement des épiceries. Qu'est-ce que j'appelle des épiceries? Des associations qui se gavent, qui reçoivent des pensions alimentaires, j'allais dire. C'est ça. Des subventions qui ne font vivre qu'elles. Ça veut dire et qui ne profitent pas à tous. Ce qu'il faut savoir... Tu veux dire que la région s'est balkanisée? L'argent a servi à se payer des salaires. C'est-à-dire qu'en fait, ils créaient un tas de choses, des associations loufoques qui prenaient des choses et qui ne faisaient absolument rien. Non, j'ai pas de preuves. Mais il y a eu un ménage de fait, mais que de toute façon, tu sais, Christophe, lorsque tu passes aux commandes et que tu prends une collectivité, une commune, une région, un département, la première chose que tu fais, c'est que tu regardes à la loupe le bien fondé des associations, des subventions qui ont été allouées.
Ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit d'être regardant sur les pratiques ou sur les activités d'une association. Je te rejoins complètement. Moi, voilà, mais il faut pas oublier que c'est de l'argent public. Oui, mais ça peut tomber sur le coup de la diffamation, ce que vous dites là. Non. Moi, non. Attends, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, je rejoins complètement. C'est par rapport à Abdeslam qui vient. Non, j'ai donné aucun. J'ai dit toutes les associations. Non, j'ai dit pas toutes. Non, j'ai dit pas toutes, mais parmi toutes ces associations. Moi, je rejoins Abdeslam sur le point suivant. Moi, j'ai remarqué, regarde, tu vois, dans mon département, département dit de gauche, avec une majorité communiste, socialiste, gauche citoyenne, MRC, et un écologiste, qui forme un groupe avec Christine Janaudet et qui devrait pas, normalement, monsieur Christian Métairie. Moi, je vous invite même à démissionner, parce qu'en plus, il y a un cumul de points que vous dépassez allègrement. Et donc, vous respectez pas les statuts d'Europe Écologie Les Verts. Clarté et cohérence, a dit Yannick Jadot. Tu vois, moi, j'ai pas peur. Même dans mon mouvement, s'il y a quelque chose qui va pas, on le dit. Quitte à être sanctionné, j'assume tout ce que je dis. Je dis la chose suivante. Le département a lancé en début d'année dernière, et d'ailleurs personne n'avait l'info, hormis les initiés, personne n'avait l'info, des projets qui s'appellent Un Autre Monde. Donc il y a plusieurs associations qui ont répondu à ce projet, et tu t'aperçois qu'en fin de compte, c'est toujours les mêmes associations qui répondent. Et moi, j'ai trouvé des incohérences. Plusieurs associations ont présenté le même projet sur le même endroit et pratiquement les mêmes sommes. Et le projet, c'était emmener 10 Val-de-Marnais à tel endroit pour faire de l'humanitaire, pour faire de la solidarité, parce que ça c'était l'objectif, c'est l'humanitaire, la solidarité, etc. Et tu t'aperçois que ces mêmes associations, c'est les mêmes copains qui viennent du même réseau, et donc chacun demande 5 000, 4 000, etc. Et effectivement, ils ne mentent pas en disant on emmène 10 jeunes Val-de-Marnais. Mais si tu as 5 associations et tu as 2 Val-de-Marnais dans chaque association, il y en a bien 10. Est-ce que pour 2 personnes, 5 000 euros, aller faire un projet humanitaire au Sénégal, en Algérie, en Tanzanie, ça fait 2500 par personne, ça me paraît un petit peu élevé. Mais le problème qui se pose réellement, hormis que ça soit élevé ou pas, c'est qu'il n'y a aucun contrôle qui est fait, ni sur place, ni après. Rien. Il y a juste, on te demande une soirée de restitution. Tu viens, tu montres quelques photos, ok, tu montres 2-3 couffins de paille que tu as achetés, 2-3 cendriers en terre cuite, et l'histoire elle est belle. Et là, on parle d'argent public. Alors moi, je suis pas aussi violent que toi en disant qu'il y a des détournements alimentaires, etc. Mais on s'aperçoit. Regarde, tu vois, moi j'ai demandé en début d'année. Il y avait des épiceries. Non, mais évidemment. Moi en début d'année, j'ai demandé au conseil départemental du Val-de-Marne, dit de gauche. Je leur ai demandé la liste de toutes les associations subventionnées pour l'année 2018. Je vous lirai, parce que je ne l'ai pas là sur moi, mais je vous lirai la réponse qui m'a été donnée. On m'a rien transmis. On m'a dit, s'il n'y a pas d'obligation, alors que la loi oblige à diffuser la liste des associations et des subventions qui sont données. Et moi, j'étais en train de faire un tableau comparatif sur 5 dernières années et voir quelle association, ne serait-ce que de ma ville par exemple, ressortent et les budgets qui lui sont alloués. Bon, en tout cas, tout ça ne donne pas envie de faire de la politique et va encore davantage. Au contraire, ça donne envie de faire de la politique. Mais tout ça. Les gens, si vous permettez, Christophe, mais je vais à peine prendre une minute. Concernant ces associations, et tu as raison, qui sont des vrais professionnels justement du démarchage, qui arrivent à récupérer des sous de partout et qui vivent allègrement comme ça sur des dotations. Ce que je veux dire, c'est qu'à côté, on a aussi des associations qui sont sincères, qui sont investies et qui ne savent pas, qui ne sont pas des professionnels et qui ne savent pas comment aller chercher des financements pour monter de beaux projets et qui sont vraiment dans une démarche qui est d'aller vers les autres. Et on l'a vu hier soir ensemble, Christophe, justement des gens. C'était fort. Ouais. Et moi, ce que je veux juste dire, alors, si tu veux, moi, je veux juste faire la promotion du mouvement éthique. C'est un mouvement qui, donc, c'est l'émancipation des territoires et inclusion collective. Moi, je vous invite à aller sur la page Facebook. Donc, mouvement éthique ETIC. Et émancipation des territoires et inclusion collective. Et alors ce mouvement vous permet de justement, lorsque vous êtes des associations, de pouvoir vous rassembler autour d'un projet commun. Lorsque vous êtes par exemple des associations de maraude, l'idée c'est de vous rassembler tous ensemble, d'aller chercher des financements à la région, au département, à l'État, dans vos communes et autres, et vous aider, vous faire passer des formations aussi pour savoir gérer une trésorerie d'association et autres, et ce qui permet vraiment de pouvoir avancer et de pouvoir vous structurer. Je peux faire une dédicace à une copine, à Rose. Rose Améziane, qui est une amie et que je salue. Oui, qui a rejoint les Grandes Gueules. Et qui est la présidente du mouvement éthique. Oui, qui est dans les Grandes Gueules. C'est ça. Oui. D'ailleurs, depuis qu'elle est dans les Grandes Gueules. Je trouve qu'elle est plus trop Grande Gueule d'ailleurs. Que j'embrasse. On t'embrasse, Rose, mais. Rose,
Ça va plus du tout. Je pense que France Maghreb 2, ça te manque. Tu es la bienvenue, ma chère Rose. Parce que là, tu as perdu ta valeur de grande gueule. Viens te déradicaliser à Reviens à la maison. Il faut que tu te déradicaliser, exactement. Tiens, alors justement, en parlant de déradicaliser, il y en a un qui profite et qui rigole assez de ce qui se passe à droite. Il s'appelle Jean-François Copé. Et il n'hésite pas à en remettre une petite couche. C'est pas pour lui déplaire tout ce qui se passe en ce moment. Écoutez. Il y a quand même besoin de lucidité dans cette période où chacun s'accroche dans des conditions d'aveuglement, alors que le message des Français a été extrêmement sévère. Voilà, faut Copé, il rigole quoi, hein les gars, il fait la fête lui. Voilà, je vous l'avais dit, c'était le bordel. Bah voilà. Dans un instant, on va revenir sur ce qui s'est passé dimanche soir sur le plateau de TF1. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Collard comme Mendit. Ah ouais, extraordinaire. Oui. Bon. Ah ouais. Pas à la télé, mais je l'ai vu. D'ailleurs, il s'est passé la même chose sur RT, mais en plus soft. Oui. En plus soft, beaucoup plus soft. Alors Cohn-Bendit, c'est pas sa première, il s'était déjà pris la tête. Avec Mélenchon. Avec Bayrou. Avec Bayrou. Oui, avec Mélenchon. On s'est pris la tête avec tout le monde. Allez, dans un instant, on est de retour avec Boriachi qui va nous livrer son avis tranché à suivre. À suivre aussi la Ligue des Champions, le quiz du LGF. J'ai mes petites questions, elles sont là. Qui va remporter le trophée aujourd'hui? Abdestem, Philippe. Je vais en faire un steak tartare. À tout de suite. Moi, je ne dis rien. Évidemment, à tout de suite. Vous avez remarqué, Abdestem toujours lucide, tranquille. Voilà. C'est les écolos, ils se sentent plus, ça y est. Va falloir vite les calmer, Abdestem. Je vais lui couper les ailes, t'inquiète. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon ramadan. Tout de suite, retrouvez la chronique du docteur Sarah Laksimi, Santé Ramadan, du site santéramadan.fr. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Le diabète est un fléau suffisamment grave et important pour lui consacrer plusieurs chroniques. Dans cette chronique Santé du Ramadan, je définirai d'abord ce qu'est le diabète. Je parlerai du jeûne dans les chroniques suivantes. Voici donc une conversation classique entre deux personnes. Karim, qui a 18 ans, dit « Je suis démoralisé. Mon médecin m'annonce que je suis diabétique et là, il y a Ramadan qui arrive. Il me dit que je ne dois pas le faire. » Abdou, qui a 45 ans, lui répond « Mais moi aussi, je suis diabétique depuis 5 ans et je le fais. Je suis en pleine forme. Les gaouris ont tendance à exagérer. Tout le monde est diabétique. » Karim est évidemment partagé entre les recommandations de son médecin et les paroles de son ami qui est plus âgé, qu'il respecte et qui a forcément plus d'expérience que lui. Et vu le climat islamophobe en France, peut-être que le toubib, mot venant de l'arabe tabib, exagère la situation et que finalement, il peut jeûner. Tout d'abord, qu'est-ce que le diabète ? Le diabète est une maladie chronique qui dure tout le reste de la vie. Autrement dit, quand on est dépisté diabétique, on n'en guérit jamais. Cependant, on peut être parfaitement équilibré au niveau du bilan sanguin et avoir une vie normale à condition de s'éduquer à une vie et une alimentation plus saine. Elle se traduit par une augmentation anormale et permanente du taux de sucre dans le sang. Le dépistage de ce diabète se fait par prélèvement sanguin en laboratoire. Quand la glycémie à jeun, sans manger ni boire depuis 20 heures la veille, est supérieure à 1,26 g par litre, à 2 reprises, le diagnostic de diabète peut être posé. La première réaction est de se dire « Mais si j'ai beaucoup de sucre dans le sang, j'aurai de l'énergie à revendre. » Où est donc le problème ? Le problème est que, pour bien fonctionner, le Créateur a fait en sorte que l'organisme ne dépasse jamais un certain taux de glucides dans le sang, de sucre dans le sang, autrement dit. Si ce taux est dépassé, ce sucre se met à attaquer les artères de l'organisme, les petites comme les grandes. Les petites artères sont les vaisseaux qui ramènent les nutriments et l'oxygène aux yeux, aux reins, au système nerveux, cerveau et nerfs, au cœur, à la peau, etc. Que des organes nobles. Mais quelles sont les complications les plus connues et les plus fréquentes à moyen et long terme ? L'atteinte des yeux, plus particulièrement de l'outil le plus incontournable de la vue, la rétine. La vue va baisser progressivement sur plusieurs années jusqu'à la cécité, perte de la vue. De nombreuses études montrent qu'après 15 ans de diabète mal soigné, 10% des diabétiques ont un handicap visuel important et 2% perdent définitivement la vue. L'atteinte des reins, c'est l'insuffisance rénale chronique des reins qui guettent. C'est-à-dire que le patient ne peut plus uriner, les toxines se concentrent dans son sang et peuvent le mener au coma ou pire. Elle peut aboutir à la destruction des reins. Le patient diabétique sera dialysé. La dialyse se fait par un appareil spécial qui devra filtrer le sang à la place des reins. Cet appareil est lié au système vasculaire, c'est-à-dire au vaisseau sanguin, à l'aide d'une seringue à haut débit. Cette dernière est plantée dans une veine artificielle. Cette veine n'existe pas naturellement. Il faut la créer un shunt après un passage au bloc. Cette dialyse est le seul moyen pour garder le patient en vie en attendant la greffe de rein. Cette greffe qui ne peut jamais arriver faute de compatibilité ou de manque de donneur.
Ensuite, il y a l'atteinte cardiaque. Le diabète accélère la formation de plaques d'athérome. Ce sont de couches de cholestérol sur la paroi des artères coronaires. Ce sont les artères qui irriguent spécifiquement le cœur. Ces couches vont se multiplier jusqu'à bloquer les vaisseaux cardiaques et provoquer un accident cardiovasculaire. Autrement dit, une crise cardiaque ou un infarctus, qui peut être fatal. Cet accident peut générer un handicap fonctionnel aussi, en fonction du territoire cardiaque atteint. Il est important à signaler alors que les diabétiques ont un risque 3 à 5 fois supérieur à la population normale d'avoir un accident cardiovasculaire. Le tabagisme, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et l'obésité forment ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome métabolique. Ce syndrome métabolique est le synonyme d'une dégradation importante de la santé qui mènera inéluctablement vers le décès si le patient ne fait pas ce qu'il faut, c'est-à-dire maigrir ou stabiliser son poids, avoir une activité physique régulière, prendre son traitement correctement et arrêter de fumer et mieux s'alimenter. Enfin, l'atteinte du système nerveux est responsable de la neuropathie diabétique. Les fibres nerveuses, c'est-à-dire les nerfs, sont atteints et causent des engourdissements. C'est-à-dire que le patient ne sent plus ses jambes, pieds, orteils. Il y a des sensations de fourmis ou de courant électrique, jusqu'à la perte de sensation dans les extrémités. Chez l'homme, la neuropathie diabétique peut engendrer aussi l'impuissance sexuelle. L'atteinte cutanée est aussi due à la neuropathie qui est associée à une mauvaise circulation sanguine dans les jambes, peut engendrer des ulcérations de la peau. Ces ulcérations sont le résultat de l'altération, destruction des petits, moyens et grands vaisseaux. Il est important à savoir qu'une ulcération mal soignée peut aboutir à une amputation d'orteil ou pire. Le drame de cette maladie est qu'elle ne fait pas mal. En tout cas, pas tout de suite. Dans l'inconscient populaire, une maladie grave est une maladie qui va faire mal ou qui va alité la personne souffrante. Le diabète est une maladie pernicieuse et vicieuse. Elle détruit le corps doucement, sans même que vous vous en rendiez compte. Un vrai problème de santé publique, dangereusement banalisé par ceux qui en souffrent. Nous verrons prochainement les différents types de diabète et leurs différentes interactions avec le jeune. Que le Tout-Puissant agrée nos intentions et nos bonnes actions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'était la chronique Santé Ramadan du docteur Sarah Laximi, une chronique que vous pouvez réécouter sur le site www.francemaghreb2.fr. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Eh oui, on est là, messieurs, dames. Ça s'appelle le Grand Forum avec Philippe Bouriachi, avec Abdeslamita. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le 28 mai. Vous êtes bien réveillés. Tout va bien? Oui? Bon, nickel. La question que l'on vous pose par rapport aux 6 Français, qui ont été condamnés en Irak, la France doit-elle intervenir pour empêcher leur peine capitale parce qu'ils ont été condamnés à mort en Irak? Vous votez toujours et c'est le oui qui continue de baisser sur Facebook. De plus en plus à voter. 29% de oui seulement. La France doit intervenir. 45% sur Twitter, le Grand Forum FM2. Vous continuez de voter, de nous donner votre avis, et on continue d'en parler. Mais on termine notre zapping avec ce qui s'est passé dimanche soir, avec cet accrochage violent qui s'est produit sur le plateau de TF1 entre Gilbert Collard et Daniel Cohn-Bendit. C'était sur TF1 et Gilles Boulot était très énervé. Écoutez. D'abord, il y a 2 représentants de La République En Marche. Je crois que Daniel aura l'honnêteté de reconnaître. Daniel Cohn-Bendit est notre grand témoin. Oui, c'est notre grand faux témoin, parce qu'il est quand même un soutien de La République En Marche. Il aura l'honnêteté de le reconnaître. Bon, sur l'utilité de votre... Qu'est-ce que vous êtes faux cul, quand même. Vous avez 2 représentants de La République En Marche. Mais prenez la parole. Prenez la parole pour vous exprimer. Ce n'est pas la présence qui compte, c'est ce qu'on dit. Allez-y. Tu es de trop. Les faux culs de la politique, ceux qui ont dit que l'élection était un piège à Caen. S'il vous plaît, Monsieur Collard. Monsieur Collard. Monsieur Collard. Monsieur Collard. Oui, c'est insupportable. C'est insupportable. Coupez-leur le micro. C'est insupportable. Monsieur Collard, vous n'êtes pas autorisé à insulter. Monsieur Collard, vous n'êtes pas autorisé à insulter quiconque sur ce plateau. Ce vendu à Macron. Monsieur Collard, il m'a insulté. Quand vous reprendrez l'écoute, vous verrez que Monsieur Collard. S'il vous plaît, Gilbert Collard, ceci c'est votre façon de faire la politique. Je peux parler, j'ai le droit de parler. Si vous vous calmez, quelle image. Si vous vous calmez, même si le rentier, son dentier veulent m'en empêcher. Monsieur Collard, respectez la République, respectez la démocratie. Et à ceux qui sont allés voter contre nous, je dis merci d'être allés voter, parce que vous avez joué le jeu de la démocratie. Merci. Insultez-nous encore.
Vous voyez, ça ne nous fait pas prendre Gilbert le temps. Collard, Salut bien, voilà. Gilbert Collard, ceci n'est pas un théâtre, ni un tribunal. Deux représentants de la République. S'il vous plaît, Monsieur Cohn-Bendit, c'est croire qu'il n'y en a qu'un. Merci de votre visite, à très bientôt, Monsieur Collard. Doit être chaud à gérer quand même une telle situation en plateau. Hein. Quand on est Gilles Boulot, j'aurais pas été à sa place. Hein. Bah si, c'est très simple, tu leur coupes le micro en régie, non, ça va les régler. Dictature, mais, ça. mais non, mais attends. Bah, ils s'attendent pas. Les écolos se dévoilent. Non, c'est pas ça. Mais puisqu'il leur dit coupez-leur le micro, personne ne coupe le micro. C'était quoi qu'ils cherchaient? Non, ils ont eu le micro coupé, mais en fait c'était un son d'ambiance. On les entendait tellement ils gueulaient. Un son d'ambiance. Mais j'ai l'impression quand même que c'est comme Bendit qui a commencé à insulter. Je dis ça, je dis rien. Moi, j'ai réécouté plusieurs fois la bande. Mais... Ah ouais. J'ai pas fait attention tellement ça a été vite. Dur, je crois, ça a été la première ronde. Sombre ordure. Oui. Mais ils sont bons. Il y a beaucoup de gens comme Bendit. Je crois qu'il a pris le nom de Collard, il a juste changé une lettre. Oui, c'est ça. Non, ça a été trop vite. Il a quand même un langage très châtié, notre ami comme Bendit à 74 ans. Mais c'est ça les problèmes de racaille des beaux quartiers. Ouais, tu vois on se rend pas compte, on pense souvent à ceux de banlieue, mais ceux en col blanc. Bon, il y a eu plusieurs accrochages, mais en tout cas celui-là était quand même mémorable sur TF1. Voilà. Du coup après ils ont pas prolongé longtemps, ils ont coupé l'antenne. Quoi. Je passais à autre chose. Ils ont diffusé Bienvenue chez les Ch'tis. C'est autre chose. C'est autre chose. Ouais, c'était pas Bienvenue chez les Ch'tis. Voilà, c'est ça. Bon, alors voilà pour le zapping évidemment. Avant dans un instant la Ligue des Champions, le quiz du LGF bien sûr. Le trophée va être remis à Abdeslam ou à Philippe Bouriachi. Et si on a le temps, j'espère un petit Libertad, ça fait longtemps. On va s'en faire un dans un instant. Pour l'heure, un avis tranché signé Bouriachi. Il est prêt, notre Fifi? Bah, il est presque prêt. Il est prêt. Bon, il est prêt pour dire merci. Merci à qui? Merci à quoi? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Chanson de Patrick Bruel qui a le droit. Hein, voilà. Philippe Bouriachi, merci donc. Merci, thank you, gracias, grazie, dankeschön, tac tac, shukran, obrigado, spasiba. Merci Yannick, merci à toutes et tous les candidates. Merci aux électeurs et aux électrices. Merci aux militants et aux militantes. Dimanche 26 mai, les Français et les Françaises ont décidé de créer la surprise en plaçant Europe Écologie Les Verts à la 3e place avec 13,45% des suffrages. Mais ils ont surtout ancré la famille écologiste aux portes du pouvoir avec 20,76% des suffrages exprimés. Lundi, en accompagnant mes enfants à l'école et en me promenant dans les rues de ma ville, beaucoup d'Orlésiens et d'Orlésiennes m'ont félicité du beau score de la famille des écologistes dans ma ville. En effet, dans ma ville, Europe Écologie Les Verts a réalisé 10,96% des voix, mais le score de toute la famille écologiste était de 20,88, donc supérieur à la moyenne nationale. Je tiens à nouveau à remercier les Orlésiens et les Orlésiennes de la confiance qu'ils nous ont témoignée. Ce beau score signe une victoire. Une très belle fête a été gâchée. Oui, dimanche soir, moi j'ai pas fait la fête. Je n'ai pas levé les bras en l'air en criant victoire. Car lorsque nous avons un front national à plus de 23%, il n'y a pas de quoi faire la fête. Néanmoins, les Français et les Françaises nous ont envoyé un signal fort que Yannick Jadot a traduit dans son discours de dimanche soir. Nous avons aujourd'hui la responsabilité de refonder, de créer une maison commune avec toutes les sensibilités de l'écologie, car il y a urgence, nous n'avons plus le temps, nous devons nous mettre au travail immédiatement. À Orly, dimanche midi, nous avions de manière prémonitoire amorcé ce travail. Eh oui, en effet, nous avions organisé notre assemblée générale du groupe local en vue du vote d'orientation pour les prochaines municipales de mars 2020. En plus des adhérents du groupe local, nous avions 20 amis, sympathisants et sympathisantes de l'écologie dans l'assemblée. Étaient présents de nombreuses personnes, on va les citer, de Génération Écologie, du Mouvement pour ma planète, Solutions Citoyens, Alliance Écologiste Indépendant, Urgence Écologiste, 94 Écologie, 100% la force éco-citoyenne. Notre décision a été unanime. Oui, pour les prochaines élections municipales à Orly, il y aura bien une liste de rassemblement des forces de la famille écologiste et surtout citoyenne. Je tiens sincèrement à remercier Delphine Bateau, présidente de Génération Écologie, et Guillaume Ballastre, coordinateur national de Génération S, pour avoir dès hier accepté la main tendue par Yannick Jadot. Je lance un appel à Antoine Wechter, à Jean-Luc Benyamin, aux responsables et aux différentes formations politiques et associations écologistes à se joindre à nous pour transformer l'essai de dimanche soir. Je voudrais aussi remercier toute cette jeunesse qui, depuis des mois, tous les vendredis, se mobilise et manifeste pour dire attention, danger. La génération climat a eu un rôle déterminant dans le score. Vous prendrez le pouvoir,
vous créerez le monde de demain, car seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, ensemble répondons immédiatement à l'urgence climatique. Je voudrais aussi interpeller les dirigeants et cadres d'Europe Écologie Les Verts. Restons humbles et modestes, aucun triomphalisme ostentatoire. Soyons, comme l'a dit pendant toute la campagne Yannick Jadot, clairs et cohérents avec nos valeurs. Avec aussi ceux que nous mettons, quand ça nous arrange bien, en avant. Celles et ceux que les autres ont délibérément oubliés pendant cette campagne électorale. L'écologie sociale et populaire. Ne considérons pas les minorités et les gens issus de la pseudo-diversité comme une force d'appoint, comme un bouclier. Ils sont, elles sont, nous sommes le rempart contre le totalitarisme, la haine, la xénophobie et la lutte pour les inégalités sociales et écologiques. Vive la République, vive la France, vive l'écologie. Bon, Abdeslam, ça donne envie ? Non, mais c'est bien. Non envie de victoire, bien sûr. Ouais. Naturellement. Non, qu'ensuite, que les écologistes disent merci de nous faire confiance et de nous avoir permis justement d'envoyer ces eurodéputés à l'Assemblée. Moi, je dis très bien. Il n'y a aucun souci, mais je crois que la tâche sera difficile. Je leur souhaite bon courage. Je leur souhaite justement le courage politique pour justement se battre pour la planète et justement pour qu'on puisse mettre en place des mesures. Donc le boulot, il est devant. Faut y aller. Au charbon, les gars. Ouais. Alors, dimanche soir, retour sur cette élection européenne. Qui sont réellement les plus gros perdants, d'après vous, Abdeslam? Est-ce que c'est la France insoumise avec ce score de 6,3%? Est-ce que c'est le Parti Socialiste qui est resté à quasi l'identique de la présidentielle? Ou est-ce que c'est les LR avec ce score de 8, et quelques, un score le plus bas historique depuis 50 ans? Alors, tout d'abord les LR. Ça c'est indéniable. Déjà au vu de leur score, qui est un score tristement historique, puisqu'ils n'ont jamais été aussi bas. Avec François-Xavier Bellamy moi je trouvais qu'il avait fait une bonne campagne. En tout cas, quand je dis bonne campagne, pas campagne dégueulasse, contrairement à Laurent Wauquiez. Mais ça allait plutôt. Cela étant dit, quand Laurent Wauquiez un réac un peu, Bellamy, non? Oui. Parce que sur la fin, il n'a pas été super correct. Oui, qui était membre de Sens Commun. On connaît le parcours, les idées de Sens Commun. Mais ce que je veux juste dire, c'est que oui, les grands perdants, pour moi, tout d'abord, ce sont les LR. Pourquoi ils ont perdu d'après toi? Parce qu'ils n'ont pas arrêté de courir derrière Marine Le Pen en parlant. La photocopie, on préfère l'original. Absolument, absolument. Et la France insoumise alors? Pourquoi la France insoumise a descendu aussi bas? On s'aperçoit d'ailleurs que 20% des insoumis qui ont voté Mélenchon à la présidentielle ont voté écolo. Donc est-ce que ça veut dire qu'en matière d'écologie, Mélenchon n'a pas été aussi clair que vous, Philippe? Non, je crois que Mélenchon, il avait un bon programme écolo. Oui, alors pour la présidentielle, qui n'a pas arrêté de vous taper dessus. Alors, passage. J'y arrive. Pour la présidentielle, effectivement, moi j'ai des copains à la France insoumise. J'ai même fait campagne pour la France insoumise et j'ai appelé à voter Mélenchon. J'ai même fait campagne pour François Coq. J'ai été suspendu moi de mon parti pendant 3 mois parce que j'ai toujours dit, j'étais cohérent. Après j'étais réintégré et ils m'ont complètement amnistié. Hein. Ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une erreur parce que je voterai toujours pour un écologiste en premier lieu où qu'il se trouve. Par exemple, tu vois, j'ai soutenu Guillaume Vuittel qui était La République En Marche. Tu vois, qui était en face d'un insoumis. J'ai préféré soutenir Guillaume, qui était un ancien d'Europe Écologie Les Verts, et je savais qu'il a un vrai fond écolo, même si je lui disais que tu te trompais un petit peu. Halima Midjaoui à Montreuil, en face d'Alexis Corbière, alors qui était à La République En Marche, je l'ai soutenu. Tu vois, je soutiendrai toujours un écologiste. Le programme de Est-ce que la France, soutenu Valls qui est parti à Barcelone? Alors, quand même, j'ai essayé de le soutenir, mais visiblement, ça n'a pas été suffisant. Il s'est fait ramasser sévère. Je suis très content que tu l'aies pas tenu. Ouais, non, mais malheureusement, il continuera à toucher sa retraite d'ancien Premier ministre avec 2 gardes du corps, un véhicule, un secrétariat, etc., aux frais du contribuable français, El Blanco. Ça va se finir comme vendeur de saucisses sur la Côte d'Azur, cette histoire. Ah, mais j'aimerais beaucoup qu'il revienne. Il a des comptes à nous rendre. Non, il a des comptes à nous rendre, quand même. Attends, reste là-bas. Le type touche une retraite de Premier ministre. Je vous rappelle. Non, on veut pas de compte. Qu'il nous rendrait l'argent. Non, oui, alors la France insoumise sur leur programme de pourquoi ils ont perdu de la France en commun était
très, mais vraiment très pompé sur Europe Écologie Les Verts. Alors, on n'a pas le monopole de l'écologie. Est-ce que c'est le coup de sang de Mélenchon qui a coûté entre autres, cette défaite? entre autres. Écoute, Mélenchon, à chaque fois que dans les sondages on était devant lui, la première chose qu'il faisait, regarde ses tweets, regarde ses machins, rien qui nous tapait dessus. Il a calomnié, il nous a diffamé. On est resté digne. Moi, franchement, j'ai une pensée sincère pour tous les militantes et les militants de la France Insoumise, y compris ceux de ma ville, qui ont été propres, qui ont été clean, qui ont essayé de faire campagne. Et puis il y avait ces milliers de trolls qui venaient pourrir nos pages, pourrir nos trucs et pour donner des trucs nauséabonds. Et voilà. C'est comme pour le Front National. Les gens voteront toujours pour l'original au lieu de voter pour la photocopie. Oui. Jean-Luc Mélenchon, tu as mal agi. Moi, j'invite les Insoumis à essayer de faire émerger François Ruffin parce que franchement, là, c'est un autre calibre. Ouais. La République, c'est moi, monsieur. Ma personne est sacrée. Voilà. On ne me touche pas. On ne touche pas. Poussez la porte. J'ai une petite feuille là. Ah là là, attention. Les questions, elles sont là. Là. Et on les a pas eu avant. Le trophée. Ah non. Je précise d'ailleurs qu'on a tenté de me corrompre. Des noms dans l'équipe. Non, je ne pourrais pas donner de nom évidemment. Mais on a tenté de me corrompre dans cette équipe. Là, ici, aujourd'hui même. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Je précise que les chroniqueurs d'aujourd'hui sont propres. Merci. Ils sont loyaux. C'est ça. Pour l'instant. Non, il n'y a pas de problème. Dans un instant, le quiz du LGF. Dans un instant, évidemment. Qui de Bouriachi ou de Itache reprendra le trophée de la Ligue des Champions du LGF? À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum avec Abdeslam Itache, avec Philippe Bouriaki. Parce qu'il paraît qu'on dit Bouriaki. C'est ça, Bouriaki. Bouriaki. C'est parti pour le quiz du LGF. Ça va saigner. Alors, première question, messieurs. C'est un quiz que j'avais préparé hier, mais tellement Tarek Mami, tellement Sabrina Sebaï et tellement Emmanuel Michael, et Sinras ont été bavards que je n'ai pas eu le temps de le faire. Du coup, j'en ai gardé un, mais j'en ai fabriqué un autre aussi. Alors, nous étions le 27 mai donc. Le 27 mai 1921, publication d'un code important pour les automobilistes français. Lequel code de la route. Code de la route, oui, c'est une bonne réponse, mais j'ai l'impression que Philippe avait dit avant. Ah, ça y est. Ouais, j'ai l'impression. Je crois qu'il a dit code en premier et j'ai dit route en dernier. Moi, je veux bien partager le point. Bon, allez, on met un partout. Un partout. Voilà, un partout. On est en 1960, messieurs. Toujours le 27 mai. En France, signature des accords. Mais de quels accords s'agit-il? 61, les accords d'Évian. Non, pas 61, 68. 68, pardon. Les accords de 27 mai. Oui. Les accords de Versailles. Non, du tout. De Chambourcy. Non, pas Chambourcy. Chambord. C'est un quartier de Paris. Latin. Non. Odéon. Non. Il y a une station de métro qui porte en partie son nom. Café de Paris, station de métro en partie son nom. Oui. C'est bien parti pour faire toutes les stations. Allez, laisse tomber. C'était les accords de Grenelle. Ah oui, voilà, 68, 27 mai. Tiens, facile. Je cherche un auteur, un compositeur, un interprète, mais aussi un comédien, né à Casablanca le 27 mai 1944. Pas Patrick Bruel. Non, mais il est né à Oran. 44. De qui s'agit-il? 44. Oui. Il est français, hein. Il est français, très connu. Un grand chanteur français. Un indice? Très copain avec un autre chanteur. Ils ont fait même d'ailleurs des duos. Et leurs fils ont chanté ensemble. Ce n'est pas Laurent Voulzy. Chédid. Non, c'est pas Chédid. Tu m'as dit quoi, Seb? Aznavour. Non. Leurs fils ont chanté ensemble, là, ces deux copains. Leurs fils? Oui. Souchon, bonne réponse. Bonne réponse. Bah oui, absolument. Exactement. Bon, allez, 2-1 pour Philippe Bouriachi. Allez, on est maintenant le 28 mai 1961. Fondation à Londres. À l'initiative d'ailleurs d'un juriste britannique d'une grande organisation internationale. De quelle organisation s'agit-il? La Société des Nations? Non. Combien? L'ONU? Non. Une organisation en quelle année? En 60... L'OTAN? 61, non. Une organisation internationale. L'UNICEF? Non. J'ai l'impression que ça brûle, les gars. C'est une ONG? Oui, absolument. Ouais. ONG. Médecins sans frontières? Non. C'est Reporters sans frontières? Non. Médecins du monde? Non. Sauver Willy? Greenpeace? Bon allez, c'était Amnesty International. Eh oui.
On est en 74, messieurs, en 28 mai. Qui a été nommé Premier ministre français? 74, Raymond Barre. Non. Ni Raymond Barre, ni Giscard. Giscard était président. Chirac. Vous êtes sérieux? Chirac, ouais. 2 partout. Attention, les jeux sont faits. Je cherche un animateur, réalisateur, comédien et humoriste québécois, décédé le 28 mai 2009. De qui s'agit-il? 2009. Québécois. Oui. Québécois. Il avait une émission d'ailleurs qui a fait Stern. Non. Animateur, réalisateur, comédien et humoriste québécois mort le 28 mai 2009. Oh oui, surprise. Oh jolie surprise. Ouais, mais ça, il y a que les anciens qui me font. Je prends le compliment. Abdeslam Itache. On a combien du coup là? 3-2. 3-2 pour Abdeslam. Ouais. Allez. Je cherche un réalisateur, un acteur, ainsi que scénariste français mort à Paris. Le 28 mai 2017. Il a surtout été connu d'ailleurs par un duo au travers d'un célèbre duo avec un autre comique. De qui s'agit-il? Jacques Villeray? Non. Réalisateur, acteur, scénariste français mort à Marseille, non pas à Paris, pardon. À Marseille le 28 mai. Non. Il est mort à Marseille. Moki? C'est pas Moki? Non. Moki. Il a surtout été connu donc et plébiscité au travers d'un duo célèbre avec un autre humoriste. De qui s'agit-il? Lui était humoriste avec cette. Oui. Il a été connu grâce justement à cette paire. Ah ouais. Un indice? Jean-Marc Morandini? Non. Non, il est vivant, Jean-Marc Morandini. Arrête tes conneries. Ouais, il y a des enfants qui s'en souviennent. Arrête, non. Oh non, ça y est, ça commence. Mais non, mais attends. Oh. Quoi? Bon, Jean-Marc. Rochefort? Non. Non, c'est Jean. Il a une moustache. Non, c'est Jean. T'as raison. C'est l'autre. C'est Avec qui le duo là? Jean-Marc Thibault. Bon, allez. Dernière question, les gars. Attention, concentrez-vous, s'il vous plaît. Je cherche un homme d'affaires, chef d'entreprise dans l'industrie aéronautique et de l'armement. Homme politique français mort le 28 mai 2018 à Paris. Serge Dassault. Oui. Victoire incontestable. Mais non, et la Ligue des Champions. Ah non, c'est Monsieur Abdeslam Itache. 4-2. Non, moi je demande réclamation. Abdeslam Itache pour la deuxième fois face à Bouriaki remporte le quiz du LGF. Bravo monsieur Abdeslam Itache pour cette victoire ô combien méritée, monsieur Abdeslam. Bravo. Ah oui. Pas de modestie, bravo, il a levé les bras et tout. Demain, autre combat entre Gamal Abina et Faiza Ben Mohamed. Demain, entre 16h et 18h. Jeudi, combat aussi entre Dionor, excellent, et Yasser Louati. Ah là, c'est dur. Vendredi, Tarek Mami, Farid Temsamani, Razik Metish. Autrement dit, Tarek. Ça va être du lourd. Du très lourd. Ouais. Tarek. Ça donne envie de revenir. Tu crois que tu me mis sur Tarek? Ouais, je mise sur Tarek. Faux cul. Si c'est des questions sur le Moyen-Âge, oui. Ça y est, il y a une place à prendre au LGF là. Où l'attaque? Où elle est violente. Bon, eh bien merci beaucoup messieurs. En tout cas, on a passé un super moment. Et rendez-vous demain pour le LGF pour passer une excellente soirée dans un instant. Comment ça, Inch'Allah? Oui, on sera là demain. Oui, demain, Inch'Allah, 16h. Avec Faiza Ben Mohamed et Gamal Abina. Bonne soirée à tous. Salut les gars. Ciao, merci. Ciao. Il est 18h et vous êtes bien sur France Maghreb 2. Marc Salbert pour l'info. Bonsoir Marc. Bonsoir. Faible mobilisation devant l'Assemblée nationale cet après-midi. Quelques 200 personnes seulement se sont rassemblées à l'appel de 7 syndicats de la fonction publique avant le vote solennel par les députés du projet de loi contesté qui prévoit un recours accru aux contractuels. Le texte vient d'être adopté en première lecture par 351 voix contre 156 et 53 abstentions. Autre mobilisation ce matin sur 4 autoroutes près de Lille. Mobilisation de taxis contre la concurrence qu'ils jugent déloyale des vélos
VTC, notamment d'Uber. Plus de 130 chauffeurs menaient des opérations escargot avant que plusieurs de leurs représentants soient reçus à la préfecture du Nord. Les tractations post-élection européenne se poursuivent à Bruxelles pour le chef de l'État avant le Conseil européen exceptionnel. Après une rencontre hier soir à l'Elysée avec le chef du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sánchez, Emmanuel Macron s'est entretenu à la mi-journée avec le Premier ministre belge Charles Michel avant de discuter avec les dirigeants de Slovaquie, de République tchèque, de Pologne et de Hongrie, les dirigeants du dit groupe de Visegrad, bastion du camp nationaliste. La justice française est bien compétente pour trancher le litige sur l'héritage de Johnny. Le tribunal de Nanterre a donné raison aujourd'hui à Laura Smet et David Hallyday en soulignant dans son jugement que leur père ne résidait pas habituellement aux États-Unis, alors que selon le dernier testament connu rédigé en anglais, publié en Californie, l'ensemble de sa fortune revient à sa veuve et à leurs 2 filles. Les avocats de Laetitia Hallyday ont rapidement annoncé qu'ils allaient faire appel de la décision. À Roland-Garros, le Français Lucas Pouille vient de franchir le cap du premier tour aux dépens de l'Italien Simone Bolelli. Qualification également d'un jeune issu des qualifications, Elliot Benchetrit, âgé de 20 ans, 273e au classement ATP. Il est parvenu à sortir en 3-7 le 49e mondial, le Britannique Cameron Norrie. Chez les dames, la numéro 1 des Bleus, Caroline Garcia, a remporté sans problème son premier match face à l'Allemande Mona Barthel en 1h12. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb